projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, découvrons ensemble les initiatives novatrices qui façonnent le paysage hydrique du Nil unique au Bénin. Voici le sommaire de votre magazine. Entretien exclusif avec Mossadegh Bali, PDG et fondateur du groupe Azalai Hôtel. Découvrez son parcours inspirant, sa vision pour l'industrie hôtelière en Afrique et les défis rencontrés dans la construction d'une marque reconnue sur le continent. Tout part de la vision. Et moi, ma vision entrepreneuriale, c'était vraiment de créer une chaîne hôtelière panafricaine et c'est ça qu'on a réussi à faire en 30 ans. Envolez-vous vers le Bénin avec nous à la découverte de la gestion des ressources en eau sur l'île d'Agonvé. Découvrez comment ces habitants de cette île préservent leurs ressources hydriques. Quand il y a la crue, quand le fleuve remet fait son entrée dans le lac, on dit qu'il est interdit de ne plus pêcher sur le lac. Recycler les déchets en pavés écologiques de revêtement de route, c'est une solution environnementale qui fait son chemin en Afrique. Elle arrive à Bamako. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont bio non dégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. Partons à la découverte de l'île d'Agonvé, située à proximité de Cotonou au Bénin, où les habitants ont entrepris une démarche innovante de gestion intégrée des ressources en eau. Découvrez les pratiques originales et les stratégies mises en place par cette communauté pour préserver et exploiter durablement leurs précieuses ressources hydriques. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Euloge Aïdasso. La joie qui anime Asogba, pêcheur sur l'île d'Agonvé, est révélatrice que la pêche a été bonne. Une moisson obtenue grâce à un système de gestion intégré des ressources halieutiques du lac mis en place par la communauté elle-même. Quand il y a la crue, quand le fleuve remet fait son entrée dans le lac, on dit qu'il est interdit de ne plus pêcher sur le lac. En cette période-là, le lac est mis en jachère. À la décrue, le comité de pêche avec les sages, le chef village se réunissent pour consulter l'horaire de phare pour pouvoir choisir un jour pour l'ouverture du lac, l'ouverture de la pêche. Ainsi, pendant la crue, généralement à partir du mois d'août, le lac qui entoure l'île est fermé aux activités de pêche. L'interdiction dure 6 mois. Dans le 7e mois, c'est-à-dire en janvier de l'année qui suit, ces activités sont à nouveau autorisées. Pour s'assurer du respect de la période de fermeture par tous, plusieurs équipes de surveillance de nuit sont montées. Toute personne surprise en flagrant délit paie une amende de 100 000 francs, ce qui dissuade d'éventuels contrevenants. Au temps de fermeture, il y a du contrôle sur les lacs pour empêcher les pêcheurs voleurs de ne pas aller détruire le lac. En plus de l'interdiction d'exploiter le lac pendant la période de sa fermeture, la communauté a instauré d'autres interdictions qui sont tabous et ne doivent pas être transgressées. Une femme menstruée ne doit pas traverser le lac. Ça fait partie de nos tabous. Il est interdit de porter la tenue tout rouge. Il est interdit. Il est aussi interdit de se laver avec le savon dans le lac. L'utilisation des engins prohibés, c'est-à-dire les filets à maille fine, est interdite parce que ça détruit les poissons. Toute cette batterie d'interdictions permet d'éviter la pollution du cours d'eau par des produits chimiques et de préserver les ressources halieutiques, ce qui offre de meilleures conditions pour le repeuplement des ressources animales du lac. Et pendant la période d'interdiction de la pêche, les populations développent des activités alternatives comme l'agriculture, le maraîchage, le petit commerce. Quand finalement la pêche est autorisée, cela satisfait généralement tout le monde. Au temps de l'ouverture, il y a des gens qui viennent de Nigeria, du Togo et dans le Bénin, les gens de Porto-Novo arrivent, ceux de Cotonou et ceux de Kobert, les gens viennent donc de tous les coins pour prendre du poisson. L'année surpassée, on a trouvé immensément du poisson. Cette approche de gestion intégrée des ressources en eau est une très bonne initiative, estime un spécialiste en aménagement environnemental et qualité des eaux. Cela permet, n'est-ce pas, à la ressource d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, le développement, la croissance des alevins, qui sont des poissons, des crevettes, des crabes
et des huîtres. Donc c'est un bon exemple de développement, de gestion intégrée des ressources en eau. Dans le lac, plus de 100 espèces de ressources en eau cohabitent et lorsque tout se passe bien, confie un pêcheur, il peut réaliser en une nuit une recette d'environ 100 000 francs CFA. Ce modèle permet aux populations d'avoir des ressources pour faire face à leurs besoins, mais aussi de sauvegarder l'écosystème. C'est un bon modèle qu'on peut essayer d'expérimenter au niveau de beaucoup d'autres lacs. Si nous pouvons faire un effort pour savoir que les ressources en eau de ce lac ont besoin d'une bonne croissance, d'un bon développement avant d'être utilisées, la pêche aux petits poissons, aux alevins, n'est-ce pas, aux fréquins, va prendre un frein, va connaître un arrêt, et cela va permettre, n'est-ce pas, de ne pêcher que des poissons, des crabes, des crevettes, des huîtres qui sont en âge de consommation. Malgré les précautions que prennent les populations pour éviter la pollution du lac, les chercheurs ont remarqué à travers de récentes études un début de pollution chimique, organique et microbiologique du plan d'eau. La gestion intégrée des ressources en eau telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au niveau de l'île d'Agonvey est encore à l'étape archaïque parce que c'est les communautés elles-mêmes qui se sont préparées, qui se sont organisées pour pouvoir assurer cette gestion du plan d'eau. Mais il faut dire qu'on peut faire mieux, on peut les accompagner, les ONG peuvent les assister. Le modèle de gestion des ressources en eau instauré sur cette île par les populations témoigne de ce qu'elles ont conscience et ce que c'est en permettant à ces ressources de se reproduire qu'elles pourront à leur tour les nourrir. Fils d'un grand négoce malien, Mossadegh Bali a puisé dans l'héritage entrepreneurial de son père pour forger sa propre destinée. Inspiré par les enseignements et les défis rencontrés par son père dans le monde des affaires, Mossadegh Bali a tracé son propre chemin vers l'entrepreneuriat. Avec une vision audacieuse et une détermination sans faille, il fonde le groupe Azalai Hotel, bâtissant ainsi un empire hôtelier qui s'étend désormais à travers l'Afrique de l'Ouest. Mossadegh Bali, bonjour. Bonjour, Merci de nous rejoindre sur Initiative Africa. c'est un plaisir. Quelles ont été vos motivations initiales pour la création du groupe Azalai Hotel et comment avez-vous réalisé vos objectifs jusqu'à présent? Alors, après mes études en France et aux États-Unis, je suis rentré au Mali et j'ai travaillé dans le négoce international pendant une dizaine d'années. Nous importions et nous distribuions des denrées alimentaires de grande consommation, riz, sucre, thé, tout cela. Et j'ai fait 10 ans dans ça. J'ai beaucoup appris, notamment auprès d'un grand homme, un grand coach, un grand mentor, feu mon père, qui m'a vraiment formé au métier d'entrepreneur, le métier que j'exerce maintenant depuis presque 4 décennies. Mais je n'avais pas une satisfaction intellectuelle parce qu'avec une petite équipe de 10-15 personnes, je brassais des gros chiffres. Et je cherchais à me diversifier, à sortir du négoce et à rentrer notamment dans une industrie à forte valeur ajoutée. Et c'est là que j'ai eu l'idée de rentrer dans l'industrie de l'hôtellerie parce que d'abord, je recevais des fournisseurs qui se plaignaient de la qualité des hôtels à Bamako. À ce moment, il n'y avait que 2 hôtels gérés par l'État malien. Et donc, j'ai fait un business plan, j'ai créé une société, la Société malienne de promotion hôtelière, avec d'autres actionnaires maliens. Nous avons soumissionné à la privatisation du Grand Hôtel de Bamako. Et puis, nous avons eu la chance de gagner. Et c'est à partir de là qu'est partie l'aventure Azalai. Quelles sont les valeurs fondamentales selon vous pour être un bon entrepreneur? Alors moi, les valeurs, pour moi, un entrepreneur, c'est quoi ou c'est qui? Un entrepreneur, c'est d'abord un rêveur. Ça veut dire qu'il a une vision. Moi, j'ai mis 10 ans pour trouver ma vision. Je dis toujours aux jeunes, commencez par votre introspection. D'abord, il faut vous poser la question de savoir si vous voulez être entrepreneur. Et pourquoi vous voulez être entrepreneur? Est-ce que c'est juste parce que Mossadegh Bali est devenu entrepreneur, je vais être entrepreneur, ou parce que mon père était entrepreneur, je vais devenir entrepreneur, ou parce que c'est à la mode? Ça, c'est pas une bonne raison. Il faut qu'on sente en soi-même cette flamme-là. Moi, j'ai toujours eu la flamme. Même quand j'étais gosse, je voyais mon père et j'ai toujours eu cette flamme. J'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'ai fini mes études universitaires à San Francisco, je n'ai pas trop traîné aux États-Unis.
je suis immédiatement rentré au Mali. Donc, quand vous avez fait cette introspection, il faut avoir cette vision. Tout part de la vision. Et moi, ma vision entrepreneuriale, c'était vraiment de créer une chaîne hôtelière panafricaine et c'est ça qu'on a réussi à faire en 30 ans. Et pour maintenant réaliser votre vision, il faut de la stratégie. Donc, il faut vous faire entourer de gens très compétents. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Je ne suis pas un hôtelier. Et donc, le premier hôtel que j'ai acheté, j'ai amené un hôtelier pour le gérer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais géré, moi, un hôtel parce que je suis un financier, je ne suis pas un hôtelier. Donc, je dis toujours aux jeunes, ce n'est pas parce que vous avez créé votre entreprise que vous devez être un net gestionnaire. Oui, si vous avez les compétences techniques, gérez. Mais si vous ne l'avez pas, comme moi, vous n'avez pas de compétences dans l'hôtellerie, j'ai recruté de très bons hôteliers, dont le premier, Bertrand Boyer et son épouse Sylvie Boyer, qui ont ouvert le Grand Hôtel, qui ont recruté les gens, qui les ont formés. Et j'ai dit d'ailleurs que le succès opérationnel du groupe Azalaï, c'est parce que je suis tombé sur un très bon directeur dès le départ, comme Bertrand Boyer et son épouse. Donc, vision, stratégie. Après, le reste, c'est des valeurs. C'est la résilience. Parce que le parcours d'entrepreneuriat, c'est un parcours d'obstacles. Tous les jours, vous avez un obstacle à surmonter. Si vous abandonnez dès le premier obstacle ou le deuxième, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Donc, il faut être très résilient. Moi, j'ai frôlé la faillite à plusieurs reprises. J'ai connu beaucoup d'échecs, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué. Je me suis toujours dit, il a beau faire nuit, le soleil se lève toujours. Ensuite, il faut être simple, humble. Il faut grandir avec son entreprise. Ne pas grandir avant son entreprise. Je vois beaucoup de jeunes se lancent. Dès que ça commence à marcher un peu, allez, c'est le grand train, c'est des choses inutiles et tout cela. Et puis au bout de quelques années, l'entreprise disparaît. Donc, il faut grandir avec son entreprise petit à petit et garder la tête sur les épaules. Ensuite, il faut avoir de l'honnêteté, de la probité intellectuelle et morale, parce que sans cela, vous n'allez nulle part. Et je dis toujours aux jeunes, et je le répète à tous ceux qui veulent embrasser cette carrière d'entrepreneuriat, votre plus grand capital, ce n'est pas ce qui est sur votre compte, c'est la façon dont les autres vous voient. Si ils ont confiance en vous, ils vont vous aider. Quels sont les principaux défis que vous avez surmontés? Alors oui, on a eu plusieurs défis. Les principaux, c'est d'abord, et c'est des défis qui sont encore là, qui sont d'actualité. Hein. Le principal, c'est l'accès au foncier. Dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, les mairies, les municipalités, les États n'aménagent pas des zones réservées au développement du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, nous, pendant les 15 premières années, nous avons participé à des appels d'offres de privatisation d'hôtels étatiques, mais après, il fallait commencer à chercher du foncier et à faire des greenfields, donc à construire des hôtels. Donc, ça, c'est un premier défi, un gros défi. Lorsque quelqu'un veut se lancer dans l'hôtellerie ou dans le tourisme, c'est difficile d'avoir des terrains viabilisés avec l'eau, l'électricité, les routes et tout ça. Et donc, et à un prix abordable. Il y a des pays qui le font bien, le Maroc, le Seychelles, Maurice, tous ces grands pays de tourisme en Afrique ont compris que pour attirer des investissements dans ce secteur, il faut d'abord viabiliser et vendre les terrains à des prix abordables. Deuxième grand défi, c'est de mobiliser les financements. C'est toujours d'actualité. Les projets hôteliers prennent du temps. Les projets hôteliers consomment énormément de capitaux. L'hôtel qu'on vient d'ouvrir à Dakar, nous y avons investi 29 milliards de francs CFA, donc presque 50 millions d'euros. Et ça, les actionnaires apportent 40% et le reste, il faut aller les chercher auprès des banques. Donc ça aussi, c'est un défi, comment mobiliser les financements. Et le troisième défi, c'est celui des ressources humaines, qui est aussi d'actualité.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Pour ce deuxième reportage, cap sur Bamako, la capitale malienne. Dans un pays toujours menacé par le terrorisme, les habitants continuent de faire preuve d'un esprit d'initiative et d'entrepreneuriat exceptionnel. Exemple avec ce jeune chef d'entreprise qui démontrait que les déchets pouvaient trouver une seconde vie inattendue. Sa solution, les transformer en pavés écologiques utilisés pour recouvrir certaines routes de Bamako. À la clé, la promesse d'une nouvelle esthétique et d'une durabilité inédite pour l'infrastructure urbaine. Notre envoyé spécial au Mali, Sayon Kourouma, s'était rendu sur place. Regardez. En plein jour, dans un coin tranquille de Bamako, la capitale malienne, une initiative prend vie. Cheikh et son fidèle assistant se lancent dans une démarche de collecte des déchets plastiques qui transcendent les apparences. Derrière cet acte en apparence simple se cache en effet une mission cruciale en faveur de la durabilité environnementale. Nos caméras les accompagnent ce jour-là lors d'une collecte à Moribadougou, un quartier en périphérie de Bamako. Pour Cheikh, 23 ans, cette initiative incarne une action éco-responsable. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont bio non dégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. Les déchets sont de l'or. On peut beaucoup faire avec les déchets tout en valorisant. Une fois les déchets rassemblés, le processus de transformation se déroule dans l'atelier. Les plastiques récupérés sont soigneusement triés puis introduits dans le four. Sous l'effet de la chaleur, la métamorphose prend forme. Les matières plastiques fondent, offrant ainsi une nouvelle vie à ce qui était autrefois de simples déchets. Cette matière fondue est ensuite versée dans des moules, donnant naissance à des pavés écologiques prêts à contribuer au quotidien des citoyens et à l'amélioration de leur environnement. Une initiative qui, au-delà de son impact environnemental, permet aux jeunes entrepreneurs de générer 20 000 CFA par jour. On peut faire 2 mètres carrés par jour. Et avec ces 2 mètres carrés là, on gagne 20 000 francs. C'est pas mal. Nous sommes en train de nous débrouiller comme ça. Le jour dont on aura c'est-à-dire les équipements nécessaires pour faire une grande quantité, mais pourquoi pas ne pas avoir des millions par jour, un chiffre d'affaires de millions. Au-delà de la transformation des déchets plastiques en pavés, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives. Pour Ibrahim, 19 ans, ce projet de recyclage est bien plus qu'une simple démarche écologique. Il représente une véritable opportunité pour l'avenir. C'est un projet éco-responsable. Nous croyons fermement à la perspective d'avenir que représente ce recyclage. Nous nous y investissons dans l'espoir de devenir autonomes et d'évoluer indépendamment. Mon engagement est également motivé par le fait que je peux gagner 3 000 francs CFA par jour, une somme qui répond à certains de nos besoins. Dans cette perspective, le jeune entrepreneur met en lumière un autre aspect novateur de son initiative. Les pavés qu'il produise se distinguent par des caractéristiques uniques comparativement à ceux fabriqués à base de ciment. C'est le produit fini. Ces pavés peuvent faire plus d'une centaine d'années chez vous. C'est devant les devantures et aussi par rapport à la construction des routes. Avec ça, c'est très résistant et c'est très efficace. Contrairement aux autres pavés qui ont été produits par les ciments. Ces pavés ne seront pas confinés à l'atelier. Ils embellissent désormais les rues de Bamako, offrant une esthétique nouvelle et une durabilité inédite à l'infrastructure urbaine. Nous nous rendons à Badalabougou-Sema, où cette rue de 125 mètres de long et 8 mètres de large a été revêtue de pavés création de Cheikh Koulibaly. Toutes les rielles sont pavées avec ça jusqu'au fond. Voilà, pas d'autres. Voilà. Vous pouvez même voir en bas comment ça a été fait, vous voyez. Les bennes de 10 tonnes marchent là-dessus, rien. Voilà. Ça a une durée plus que 40 à 50 ans, ou plus. Selon les propos de l'ingénieur. On tient à dire merci à Cheikh aussi pour sa contribution, quoi. Voilà. C'est des pavés qui ont été faits avec un peu de sable seulement. Un peu de sable, du flip, et ensuite le reste, c'est des plastiques. Et Cheikh Koulibaly rêve grand.
Faire de ce projet une entreprise prospère au cœur de Bamako afin de combattre la pollution et de diminuer les risques des maladies liées à ces déchets est son ambition. Un rêve qui prend déjà vie grâce à cette initiative prometteuse. Moi, mon plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir les équipements, les matériels pour pouvoir produire beaucoup de quantité et satisfaire aussi les clients. Je compte avoir dans les jours à venir des matériels nécessaires. Vu que c'est-à-dire les déchets sont en train de poser des dégâts dans notre pays qui est le Mali, je me suis dit pourquoi ne pas chercher une solution concernant la valorisation de ces déchets-là. Selon l'Agence de développement régional de Bamako, la capitale malienne produit en moyenne 2000 tonnes de déchets par jour. Classée 16e parmi les 25 villes les plus polluées au monde, la ville des Trois Caïmans peine à gérer ses déchets. Pourtant, en 2016, l'OMS révélait que 12,6 millions de personnes avaient perdu la vie à cause d'un environnement insalubre. Et nous retrouvons notre invité Mossadegh Bali dans la suite de cet entretien. Au-delà de son succès entrepreneurial, il incarne une humanité profonde et une mission de vie dévouée au service des autres. Conscient de l'importance de l'éducation et de la formation pour le développement individuel et collectif, il a fondé une initiative visant à offrir des opportunités d'apprentissage et de développement professionnel aux jeunes talents africains. Vous avez créé des centres de formation en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, quand on a fait le constat qu'il n'y avait pas d'école ou de centre de formation au métier de l'hôtellerie, nous avons décidé de créer nous-mêmes ce centre-là au Mali avec nos propres moyens, nos propres ressources. Donc, nous avons pris un pourcentage de notre chiffre d'affaires que nous avons investi dans un bâtiment, dans l'annexe du Grand Hôtel de Bamako. Nous y avons investi, nous avons recruté des enseignants, un directeur, des enseignants, et nous ne donnons pas que de la formation pratique au métier. Nous améliorons aussi le niveau des jeunes. Et depuis presque 8 ans que cette école existe, on a une très grande satisfaction, c'est que presque 90% des jeunes qui sortent arrivent à s'insérer sur le marché du travail, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les salons des aéroports, chez les diplomates. Et donc ça, c'est une grande satisfaction pour moi et pour tout le groupe Azalaï, parce que nous pensons que pour être une entreprise citoyenne, il faut investir dans la formation de la relève, donc de la jeunesse. Peut-on parler du Mali? Le pays a une image assez négative et depuis 2012, il connaît de grandes crises. Comment avez-vous fait pour les surmonter? Très bonne question. En fait, moi je dis souvent quand je vais dans les conférences d'investisseurs, quand on parle de l'Afrique, je dis écoutez, si vous passez votre temps à regarder CNN, BBC, RFI, France 24 et tout cela, vous n'allez jamais investir sur le continent parce que malheureusement, l'Afrique ne raconte pas son propre narratif. C'est les autres qui le racontent. Et les autres, ils ne cherchent que du sensationnel. Oui, quand il y a un coup d'État au Mali ou au Burkina, vous avez les chaînes du monde entier qui vont faire des reportages. Oui, quand il y a des rébellions, tout cela. Mais on ne parle pas de la formidable transformation économique que nous vivons sur le continent. La preuve, le groupe Azalaï Hotels a vu le jour en 1994 au Mali. C'est-à-dire 3 ans après le coup d'État de mars 1991. 3 ans après la fin de la rébellion en 1990. Donc c'est un pays post-conflit. C'est un pays qui sort d'un coup d'État, qui sort d'une rébellion, donc post-conflit. Un pays sahélien. Malgré tout cela, nous avons réussi à partir d'un hôtel au Mali et à développer une chaîne hôtelière qui aujourd'hui a 12 unités hôtelières dans 8 pays à partir d'un pays sahélien, le Mali. Donc malgré les vicissitudes, malgré les crises institutionnelles, politiques, l'économie est toujours là, l'économie grandit, les besoins sont toujours là, il y a toujours des voyageurs, il y a toujours des hommes et des femmes d'affaires, des diplomates qui viennent, qui ont besoin de dormir, de manger, de se réunir. Vous avez toujours une classe moyenne qui grossit aussi, qui consomme par exemple, les mariages et tout cela. Donc, j'aimerais nous les Africains, nous nous approprions notre propre narratif et je suis très heureux que vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur votre plateau. Il faudrait que ce narratif change. L'Afrique, ce n'est pas que la désolation, que les rébellions, que les coups d'État. Oui, il y a des problèmes, mais la lame de fond, c'est que l'économie africaine
est en train de se transformer de façon fantastique. Vous êtes le leader dans l'industrie hôtelière panafricaine. Comment faites-vous pour vous démarquer par rapport aux autres groupes présents sur le continent? Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, les clients qui voyagent dans nos pays, qui ont besoin de services hôteliers, ne vont pas venir parce qu'on dit « Ah, Azalaï, c'est africain, on va aider une chaîne hôtelière africaine. » Non, ce sont des clients qui voyagent, qui payent et qui payent souvent très cher, qui voyagent dans le monde entier. Ils veulent trouver en Afrique, à Bamako, à Abidjan, Cotonou, le même standard international qu'ils vont trouver à Paris, à New York, n'importe où. Voilà, un service de réservation fluide, un accueil chaleureux avec le sourire, une chambre qui fonctionne, un Wi-Fi qui fonctionne et tout cela. Ça, c'est partout. C'est la même exigence que vous soyez un client européen, un client africain, un client asiatique. C'est la même exigence. Donc, standards internationaux. Sauf que nous, à Azalaï, on met l'Afrique. L'Afrique est dans notre ADN. Comment envisagez-vous l'avenir d'Azalaï Hotel? Je reste persuadé que nous avons encore du chemin à faire, bien sûr, pour stabiliser nos pays en termes institutionnels, en termes politiques, en termes sécuritaires. Mais si je devais revenir 40 ans en arrière et reprendre ma carrière, je la ferais sur le continent africain parce que c'est là qu'il y a les vraies opportunités. C'est le seul continent encore qui n'a presque pas entamé son décollage économique. C'est le continent où tout reste à faire. C'est le continent où le sous-sol est le plus riche des 5 continents. Mais malheureusement, nous sommes la population la plus pauvre, ce qui est une anomalie. C'est le continent le plus jeune. Dans mon pays, le Mali, 70% de la population a moins de 21 ans. Donc, c'est une opportunité fantastique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de développement pour le groupe Azalaï, aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans les autres zones de l'Afrique. Et d'ailleurs, je lance toujours, et je profite aussi de votre micro, pour lancer un appel à la diaspora. Donc, l'Afrique a besoin de sa diaspora pour investir, pour amener des compétences, pour amener un vécu. Et donc, c'est aussi un appel que je lance à la diaspora. Africa is the place to be. Merci beaucoup, Mossadegh Bali. C'est moi. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Mossadegh Bali ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.